Bonjour. D'abord, quelques mots sur mon parcours pour éclairer un peu le talk qui va être fait. Ma thèse, c'était sur tout ce qui était massification de l'enseignement sur les MOOC. Donc, comment est-ce qu'on passe à l'échelle à un enseignement universitaire de qualité. Et mon postdoctorat en partenariat avec le CRI, donc qui est à l'Université Paris-Descartes, c'est plus sur tout ce qui est enseignement scientifique et numérique pour l'enseignement scientifique. Du coup, c'est un peu d'un point de vue de chercheur engagé sur l'analyse des données et la conception de solutions, entre guillemets, que je vous parle. Une des raisons pour lesquelles ces recherches sont pertinentes par rapport à la question des sciences citoyennes se relève du fait que, en fin de compte, former des citoyens à faire de la recherche, c'est pas évident. La formation d'un chercheur, ça prend énormément de temps. Ça fait presque 15 ans que je suis dans la formation scientifique et j'apprends encore tous les jours à m'améliorer. Donc vous pouvez deviner qu'un citoyen qui se lance dans un projet de recherche, instinctivement, il ne sait pas nécessairement bien formuler des questions de recherche, des hypothèses, ni concevoir des protocoles ou analyser, interpréter des résultats. Ça prend du temps, ça demande une formation. Et du coup, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que les sciences citoyennes ne sont pas limitées jusqu'à présent à cantonner les citoyens dans un rôle de collecte de données. Et comment est-ce qu'on peut, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais comment est-ce qu'on peut améliorer la situation pour que le numérique permette d'étendre les prérogatives des citoyens engagés à d'autres choses que simplement la collecte dans des protocoles qui auront été pensés par d'autres, notamment par des chercheurs. Alors, une des premières réponses, c'est tout ce qui est cours, formation gratuite, accessible à tous. Les MOOC, dans les années 2010, ont été connus pour ça. Il y a eu beaucoup de MOOC sur tout ce qui était formation aux méthodes scientifiques et à la recherche. J'ai mis une capture d'écran d'universités diverses et variées. Donc là, c'est une université russe qui était sur Coursera, donc des cours en anglais. Et on trouve, si on cherche, des formations complètes, gratuites, destinées aux internautes pour apprendre la méthodologie scientifique. Voilà, c'est une première approche. Ça a ses limites, on va voir. Il y a une deuxième approche qui est quand on veut que les personnes impliquées dans ces cours pratiquent ce que j'ai appelé, d'autres ont appelé aussi la MOOR, la Massive Open Online Research. Donc c'est des MOOC où en fait les apprenants inscrits dans les cours vont participer et créer eux-mêmes des recherches. Là, je vous ai montré une capture d'écran d'un MOOC qui était connu pour ça, qui est un MOOC de bioinformatique d'une université californienne. Pourquoi la bioinformatique, ça s'y prête bien? Parce qu'il y a des données sur les génomes de plein d'espèces en ligne gratuitement. N'importe qui a accès à un navigateur et un moteur de recherche peut faire de la recherche avec ces données en bioinformatique. Interroger des génomes, en 5 minutes sur Google, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Enfin, un peu plus. Et du coup, ils utilisaient les MOOC pour pousser les gens à aller faire des recherches sur la base de données disponibles en ligne publiquement. Donc ça, c'est une autre approche. Le problème de cette logique de massification, c'est qu'il y a un défaut de rétroaction. Donc certes, on peut demander aux élèves de suivre des cours, de faire des devoirs, mais s'il n'y a pas un mentorat, un encadrement fin, précis, pour leur dire si leurs questions, leurs hypothèses, leurs résultats sont pertinents ou pas, finalement, on peut ne pas aller très haut. C'est-à-dire qu'on a massifié un enseignement d'une qualité discutable. Enfin, la qualité enseignement n'est pas remise en cause, mais en tout cas, la qualité de la formation finale des apprenants peut être limitée. Donc, il y a deux approches dont je vais vous parler qui peuvent aider, entre guillemets, à lutter contre ce problème. La première approche, c'est des approches d'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'est tout ce qui est les environnements, les logiciels qui vont permettre de structurer la démarche du chercheur. Alors, la question de l'intelligence artificielle pour diagnostiquer les compétences de raisonnement des élèves, puis de n'importe quelle personne, en fait, c'est une question assez ancienne. Il y a des logiciels qui sont développés depuis 40 ans sur ces questions. Là, je vous montre une petite start-up qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Inkwits. C'est pour Inquiry, et ITS pour Intelligent Tutoring System, donc le même intelligent de Artificial Intelligence. Donc là, c'est plutôt sur les enfants, et on leur donne des tâches qui sont celles que Piaget et Inelder avaient développées, où on imagine un petit dispositif où on voit un wagon descendre le long d'une pente,
Et l'élève doit émettre des hypothèses quant à l'impact de faire varier la longueur de la pente, l'angle, le poids du wagon, la longueur de la pente sur la distance parcourue par le wagon. Et en fonction des hypothèses donc c'est un petit modèle de simulation, en fonction des hypothèses que l'enfant va développer, on va pouvoir savoir s'il raisonne bien, enfin en tout cas dans quelle mesure il pense bien ou pas, si je caricature. Donc là, ça a l'air d'être pour les enfants et pas applicable aux citoyens qui a déjà atteint ce que Piaget appelle le stade des opérations formelles. Mais en fin de compte, on peut tout à fait transposer cette logique aux adultes. Et dès les années 80, il y avait ce qu'on appelle on va appeler ça des intelligences artificielles, des tuteurs intelligents, où en fin de compte, on donnait aux étudiants, donc là c'est un tuteur, c'est une capture d'écran d'un tuteur des années 80, qui s'appelle Smithtown. On donnait aux étudiants des jeux de données, et on leur disait, faites des requêtes sur ce jeu de données, et on analysait en fonction des requêtes, de la manière dont ils interrogeaient le jeu de données, la manière dont ils raisonnaient. Donc là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ce qui est amusant, c'est que, fin de compte, on était beaucoup plus avancé dans les années 80-90 sur ces IA qu'on ne l'est maintenant. C'est-à-dire, il y a eu une perte de connaissances et on est obligé maintenant que l'intelligence artificielle revient à la mode, notamment dans l'éducation, de redévelopper une génération entière de chercheurs, d'experts dans le domaine. Alors, le problème des IA comme ça pour diagnostiquer ce qu'on pense bien ou pas, parce que c'est pratique, on se dit, le citoyen, il passe dans ses tuyaux, à la fin, en fonction des erreurs qu'il fait, on cartographie son esprit, on va remédier spécifiquement, il fait telle erreur, il confond corrélation-causalité, on va lui faire la petite capsule qui va, entre guillemets, correspondre à cette erreur. On peut aller de manière très fine et à grande échelle à ce genre de choses. Mais le problème des IA, c'est que, premièrement, elles sont souvent prototypiques. Alors, pour avoir testé hier matin au cours une IA en cours de développement, je ne la passerai pas encore à l'échelle. Deuxièmement, c'est souvent des domaines très spécifiques, c'est-à-dire là, ça va être sur la loi de l'offre et de la demande, pour le tuteur que je vous ai montré avant. Donc, ça va être des points très spécifiques. Et ce n'est pas un domaine, ce qu'on cherche avec les sciences citoyennes, c'est de permettre aux gens d'aller sur les questions qu'ils veulent, que n'importe quel objet puisse devenir un objet scientifique. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient la méthode. Et pour ça, les IA ont quand même des limitations. D'où le deuxième type de logiciel, les logiciels qui structurent. Là, pareil, ça s'appelle l'hypothesis Scratchpad. Je vous ai mis la capture d'écran en anglais, mais c'est quelque chose qu'on fait avec les enfants, voire les étudiants. On leur donne des briques pour construire leur hypothèse ou leur question. Comment, pourquoi, si ça est plus grand que ça, etc. Et au lieu de leur donner un champ texte, construisez votre question, construisez votre hypothèse, on leur donne les briques, à vous de les assembler, de remplir les trous entre les briques, et vous nous faites une petite question. Donc ça s'appelle le scaffolding en anglais, les étayages. C'est une première approche. Donc ça, c'est à l'échelle micro. On peut penser ça à l'échelle macro, où là, je ne vous ai pas mis les captures d'écran parce que c'est vraiment très très moche et vous y comprendrez rien. Je vous montre juste un logiciel qui est pas mal, mais on ne voit pas très bien sur ce type de capture, donc je vous remets la structure. On va faire ce qu'on appelle, ce que Zubel a appelé dans les années 60 les Advanced Organizers. On va structurer en amont la démarche, questions, hypothèses éventuelles, protocoles, résultats. Et à chaque fois que l'apprenant va se coller sur une section, il peut travailler sur ce qu'il veut, on va lui poser des questions assez transversales. Typiquement, est-ce que votre question, c'est une question en oui-non, c'est pas terrible? Est-ce que c'est une question qui est plutôt de l'ordre de l'ingénierie ou de la recherche? Est-ce que ça appelle à une démarche hypothético-déductive ou pas? Quand on arrive au protocole, est-ce que votre protocole est réalisable ou pas? Est-ce que votre hypothèse, c'est une vraie hypothèse ou c'est simplement une sorte de reformulation sous forme d'affirmation de la question? Donc on a tout un tas de détallages, de questions d'auto-évaluation qui vont permettre entre guillemets, d'affiner la démarche et qui ont l'avantage de permettre quasiment tout type d'encadrer quasiment tout type de recherche et pas de lancer le citoyen simplement sur une feuille blanche. Le problème, c'est donc si ça permet au citoyen de se former en pratiquant sur le sujet qu'il veut, en revanche, ça demande énormément de réflexivité. Il faut être capable de répondre aux questions que le logiciel vous pose. Il faut être capable de les comprendre. Et ça, c'est pas donné comme ça automatiquement. D'autant qu'en fin de compte, la pertinence des étayages et des feedbacks que le logiciel donne est fonction du type de démarche. Une recherche exploratoire n'est pas une recherche hypothético-déductive, n'est pas une recherche technologique. Et en fin de compte, l'apprenant, le citoyen, on lui demande d'être capable d'identifier dans quel type de paradigme il se situe pour qu'on lui pose les bonnes questions. Donc ça demande quand même un bagage minimal,
une certaine capacité à comprendre les instructions, mais ça permet de démocratiser, évidemment, les choses. Donc, pour moi, ce qui considère l'avenir, c'est que tous les logiciels qu'on a développés, soit pour des tests en laboratoire, soit pour le contexte scolaire, pour le moment, avec les Aventuriers, on travaille avec une entreprise au développement de ce qu'on appelle le cahier numérique de l'élève-chercheur, qui est pensé d'origine pour la classe, qu'on puisse adapter ce type de logiciel aux sciences citoyennes. C'est-à-dire que ça demande des petites adaptations spécifiques. Typiquement, on a des étayages pour les CM1, CM2 du type « est-ce qu'il y a un point d'interrogation à ta question ?» Peut-être qu'au niveau, pour un adulte, ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'on peut aller sur des niveaux plus élevés. Mais en fin de compte, quand l'architecture logicielle est là, affiner un peu le contenu pour l'adapter aux sciences citoyennes, ce n'est pas très compliqué. Deuxième point, les IA. Il faut les remettre au goût du jour et les penser dans une logique d'industrialisation. C'est-à-dire qu'une IA prototype de laboratoire, c'est super. On a démontré plein de concepts, on a 40-50 ans de recherche sur le sujet presque. Maintenant, il s'agit de passer à l'échelle. Et comment est-ce qu'on passe à l'échelle? On a des embryons de solutions sur lesquels on espère travailler, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, les IA sont beaucoup dans une logique de niche. Celles qui ont été industrialisées, c'est beaucoup aux États-Unis. Et malheureusement, ça a été trusté essentiellement par des intérêts privés. Et la logique d'open education, qui est un peu aussi sous-tendue dès qu'on veut faire former aux sciences, dans le cadre des sciences citoyennes, n'est pas encore très compatible avec la logique de l'intelligence artificielle. Et c'est un petit peu un des objectifs qu'on se fixe dans les années à venir, que de pouvoir et à la fois mêler open education, sciences citoyennes et intelligence artificielle. Voilà, je pense que j'ai encore 2 minutes devant moi, mais je ne vais pas broder plus que ça